Tout récemment, j'ai développé une application WebJS dans laquelle j'ai intégré un chatbot. J'ai eu alors à faire un post sur LinkedIn et sur TikTok et j'ai reçu pas mal de retours. Comment as-tu fait pour développer cette application WebJS tout en intégrant le chatbot qui interagit avec les données contenues dans la base de données? J'ai alors décidé de faire cette vidéo dans le but de vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour mettre en place cette solution. Je vais profiter pour vous expliquer de façon nette, claire et précise comment les IA génératives fonctionnent. Nous allons d'abord commencer par explorer l'architecture de base, comprendre comment les différentes composantes fonctionnent, interagir avec le playground d'OpenAI afin de voir comment le système instruction peut modifier le résultat généré par notre modèle. Nous allons parler des paramètres tels que la température ou encore les tokens, voir comment les LLM fonctionnent, c'est-à-dire comment est-ce que le LLM fait pour générer du texte par exemple, réaliser des exemples concrets en utilisant uniquement l'API d'OpenAI et en développant nos fonctions nous-mêmes en Python et en passant ces fonctions-là à notre modèle. Sincèrement, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé regarder lorsque j'ai commencé mes aventures dans le domaine des IA génératives. J'ai suivi des formations sur Google, sur IBM, passé plus de 100 heures sur YouTube à regarder des tutoriels, à comprendre comment chaque bout fonctionne, plus de 100 heures aussi à travailler sur des projets personnels. Aujourd'hui et dans cette vidéo, j'ai décidé de faire le résumé de tout ce que j'ai pu apprendre. Sincèrement, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. À la fin de cette vidéo, je vais étendre le sujet de réflexion avec les modèles contexte protocole. Vous savez, c'est bien par exemple de développer des tools ou encore des fonctions pour notre application. Mais lorsqu'on veut refaire une nouvelle application, nous sommes généralement amenés à programmer ces fonctions encore manuellement. Alors qu'avec les MCP, on peut programmer des fonctions une fois et les appeler dans différentes applications. Vous avez sûrement remarqué mon petit sourire, ma manière de parler ou encore de m'exprimer, car j'ai beaucoup à vous transmettre dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet qui me passionne tant. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Voici le post que j'ai eu à faire sur LinkedIn, qui a créé pas mal d'interactions. Donc là, je vais vous montrer comment ce dernier fonctionne. Là, on a nos données, c'est-à-dire des couches de données spatiales, qui sont tout simplement des tables qui ont une colonne de géométrie, qui sont stockées dans une base de données PostgreSQL. Et là, je demande à mon chatbot de me donner toutes les couches de données stockées dans ma base de données. On peut voir les couches à l'écran et je demande alors d'afficher ces données-là sur mon application WebJS. On peut voir comment ce dernier fonctionne avec succès. Je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer c'est quoi les couches de données spatiales afin que vous puissiez intégrer ce dernier à votre bagage intellectuel. Généralement, vous avez l'habitude d'utiliser les colonnes longitude et latitude ou encore des noms de pays, mais ce dernier-là peut vous permettre d'avoir une table spatiale ou encore une couche de données spatiale dans votre base de données. Donc, c'est l'équivalent avec une table Excel, à la seule différence que nous, on a une colonne géométrique qu'on a ajoutée. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici interagir avec le playground d'OpenAI. On va voir comment le système message ou encore l'instruction peut modifier le résultat généré par notre modèle. Nous allons créer nos propres tools, définir le système message et voir comment, en modifiant le système message, le résultat généré par le modèle est lui aussi modifié. Nous allons ici voir l'architecture de base des AI agents. Nous allons voir c'est quoi le chat modèle, c'est tout simplement les LLM, GPT-4 et tout ce qui va avec. La mémoire, c'est quoi le système instruction, c'est vraiment la même chose que nous avons ici ou encore système message. C'est quoi les tools, c'est tout simplement des fonctions que vous pouvez définir soit par programmation, soit en faisant une recherche sur Internet, des appels à OpenAI, soit dans des fichiers stockés sur votre machine ou encore sur votre serveur. Nous allons maintenant voir l'architecture des MCP, c'est-à-dire que c'est quoi un MCP, c'est quoi le fait de définir un AI agent sans utiliser le MCP et à quoi ce dernier ressemble lorsque nous utilisons le MCP. Je vais vous expliquer ici comment les LLM fonctionnent, c'est-à-dire comment est-ce que les LLM comme ChatGPT, comme GPT-4 fait pour générer par exemple du texte. Donc, comment est-ce que ça se passe, le fait que
vous écrivez du texte dans ChatGPT, il arrive à vous produire un résultat. Je vais aussi mettre ce lien dans la description qui vous montre comment est-ce que les LLM fonctionnent. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ce dernier afin vraiment de comprendre la structure. Sincèrement, pour moi, lorsque vous aurez compris tous ces concepts-là, vous pourrez maintenant développer des solutions plus custom. Soyez-en sûrs. Ensuite, nous allons maintenant voir c'est quoi un token. Vous voyez ici là, en fonction du modèle choisi, on peut voir que le token. Désolé, j'ai eu peur, mon sac est tombé. On peut voir ici que en fonction du token, en fonction du nombre de caractères ou encore du texte saisi par l'utilisateur et en fonction aussi du modèle, le token varie. C'est généralement les tokens qui sont gérés par les LLM qu'on utilise généralement. Donc, je crois que ça fait le tour de ce qu'on va faire. Je crois qu'il y a pas mal de stock et entrons maintenant dans le vif du sujet. C'est parti. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer l'architecture de base commune à presque tous les AI agents ou encore les systèmes qu'on développe de nos jours. Après, nous allons venir ici interagir avec le playground d'OpenAI afin de voir comment ces derniers fonctionnent. Comme je vous ai dit, à la fin de cette vidéo, vous serez opérationnel. Donc, nous avons ici le message entré par l'utilisateur qui arrive à notre système, qui lui a un chat modèle, ça peut être GPT-4, qui a été entraîné ici des millions de données. Nous avons ici notre mémoire qui permet de stocker les messages ou encore les interactions entre le user input et la réponse générée par le modèle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on interagit, les réponses sont stockées dans cette mémoire-ci. Et notre système a la possibilité de venir consulter ces messages-ci afin de générer ou encore de se souvenir de ce qui a été dit dans les messages précédents. Ensuite, ici, nous avons des tools. C'est vraiment la particularité de notre système. Car si nous n'avons pas accès à ces tools-ci, lorsque nous allons interagir avec notre système, il va juste se baser sur les données avec lesquelles l'on a entraîné notre chat modèle. Donc, les tools, c'est quoi ici? Ça peut être des fonctions que vous avez développées vous-même dans votre application. Ça peut être une recherche faite sur Internet ou encore l'appel à une API. Ça peut être la recherche dans des données ou encore de l'interaction avec les composantes de notre ordinateur, par exemple. Nous avons ici notre système instruction dans lequel nous allons donner des instructions afin qu'il puisse répondre adéquatement au message de l'utilisateur. Donc, ce dernier pourra alors interagir avec notre LLM et aussi générer un résultat qui correspond au résultat attendu par l'utilisateur. Vous pouvez préciser ici des exemples et aussi comment est-ce que vous voulez que votre LLM génère le résultat, quel temps il doit employer et bien plus. Et enfin, nous avons maintenant la sortie générée par notre modèle. Donc là, maintenant, nous allons prendre un cas pratique. Nous allons maintenant venir ici sur le Playground. Vous pouvez juste faire sur Google Playground OpenAI. Si tape ici Playground OpenAI, et vous pouvez directement avoir accès au Playground de OpenAI où je me trouve actuellement. Donc là, je vais revenir ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par choisir le modèle. Il y a plusieurs modèles, GPT-4 mini, GPT-4.0 mini, bref. Moi, je prends le simple. Je vais maintenant créer mon tools. Je fais un Create Tools. Vous voyez ici, on a plusieurs options, comme je vous ai montré précédemment. Dans mon cas ici, je vais créer une fonction. Je vais essayer de prendre un exemple déjà disponible par OpenAI. Donc ici, on a GetWeather. Vous pouvez voir ici, ça c'est le tool qui a été créé. Ne vous inquiétez pas, je vais montrer comment est-ce qu'on définit ce dernier en Python. Vous voyez ici que le nom ici c'est GetWeather. Ça c'est le nom d'une fonction que vous avez vous-même développée. Vous avez ici la description et quelques informations, c'est-à-dire que ici on veut que l'unité peut être en Celsius ou en Fahrenheit. Et nous avons aussi une description associée. Donc, si je veux ici sur Learn More, je vais vous montrer de façon plus visuelle comment ce dernier fonctionne. Donc, si c'est en Python, voici comment est-ce qu'on définit un tools. Aussi simplement, voici maintenant si l'utilisateur qui entre son message, quel est le climat qui fait actuellement à Paris et on peut voir le résultat qui a été généré par notre modèle. En gros, qu'est-ce qui se passe? Le développeur ici, il développe la fonction GetWeather. On peut voir ici GetWeather qui fait appel ici à une API et qui prend la latitude et la longitude. Nous ici, qu'est-ce qu'on fait? On passe ici le nom de la ville, mais le LLM est capable d'extraire la latitude et la longitude puisqu'il a besoin de ça pour passer à la fonction. Donc, le développeur développe la fonction GetWeather. L'utilisateur entre quelle est la température qu'il fait actuellement à Paris. Notre système ou encore notre AI Engine appelle la fonction GetWeather en passant Paris, qui lui a la possibilité de retourner la température. Donc, le Paris va être transformé à la longitude, à la latitude qu'il fait à Paris par notre modèle automatiquement et le résultat est alors généré à l'écran. On peut voir que certains messages sont stockés, comme je vous ai dit au départ, et on a le JSON qui est généré comme réponse.
Maintenant, vous pouvez maintenant créer encore ou encore appeler un autre modèle qui permet maintenant de répondre de façon plus naturelle. Ici, on peut voir que it's currently 40 degrees Celsius in Paris. Donc, voilà en gros comment est-ce que ce dernier fonctionne. Je vais maintenant revenir au niveau du playground. Je vais mettre safe. Je vais maintenant passer ce qu'on appelle le système message ou encore le système instruction tel que je vous ai montré ici à ce niveau-ci. Je vais vous montrer comment est-ce que lorsque vous modifiez ce système instruction, ça peut aussi impacter sur le résultat généré dans votre modèle. Vous pouvez voir ici, on vous demande de définir le ton que vous voulez que votre système emploie, les tools que vous voulez qu'il utilise et aussi le style de réponse attendu. Vous pouvez aussi spécifier des exemples, mais il faut tenir compte que plus vous allez fournir d'exemples, le LLM peut devenir plutôt généraliste. Donc là maintenant, je vais passer maintenant ici le système instruction. Je vais copier et coller ce dernier que j'ai préparé. Qu'est-ce que je fais ici là? Vous êtes un assistant météorologique. Votre tâche consiste à récupérer la température actuelle du niveau donné en utilisant l'outil approprié. Fournissez la température en degrés Celsius ainsi qu'une brève description des conditions météorologiques. Vous voyez qu'ici à ce niveau-ci, vous pouvez spécifier plusieurs tools. Et dans le système message, vous pouvez dire quels tools utiliser en fonction de quel message entré par l'utilisateur. Ou encore notre système est tellement sage que lui-même peut décider quels tools utiliser en fonction du message que vous avez entré par l'utilisateur. Donc je vais mettre ici là. Quelle est la température à Québec? Vous pouvez voir ici qu'il a appelé la fonction getWeather, il a passé ici la location Québec, l'unité ici c'est en Celsius, car c'est précisé ici dans notre outil. Maintenant ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant presser Tab. On peut voir que ça devrait me générer un JSON. Donc on peut voir ici la température qu'il a générée. Vous allez vous rendre compte que parfois ce dernier peut avoir la difficulté à savoir quelle est la date d'aujourd'hui, mais vous pouvez modifier ce dernier lorsque vous êtes en train de programmer ou encore développer votre solution. Donc voilà le résultat qui a été généré pour ce cas. Là maintenant, je vais changer le système instruction, donc ou encore système message. Je demande ici par exemple de me fournir la température en Fahrenheit et aussi d'inclure les conditions météorologiques et le nom de la ville pour plus de contexte. Donc j'ai changé le système message. Vous voyez ici par exemple on avait un JSON qui a été généré. Là maintenant je vais copier le même message et je repasse encore à mon système. Regardez comment il m'a répondu. La température actuelle à Québec est de 12 degrés Celsius, ce qui équivaut à 54 degrés Fahrenheit. Les conditions météorologiques sont partiellement nuageuses. Vous pouvez voir maintenant la différence de résultat, c'est-à-dire que en fonction des instructions que vous allez passer dans votre système message, le résultat généré par votre modèle va être différent. Vous pouvez aussi fournir des exemples. Moi, je conseille de fournir maximum 5 exemples parce qu'après ça, ce dernier peut être trop généraliste. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer comment ce dernier fonctionne en général. Vous pouvez ajouter autant de tools que vous voulez, donner plus d'instructions et maintenant interagir avec votre système. Nous allons maintenant appliquer cette même logique en Python. Donc au lieu maintenant d'utiliser le playground, nous allons maintenant nous servir de Python. Nous allons maintenant redévelopper, faire l'appel à OpenAI, développer nos tools, poser les questions de l'utilisateur et save le message. Vous pouvez voir, comme je vous ai dit, le message ici, c'est lui qui est ici ou encore la mémoire. À chaque fois, on va à peine le résultat ou encore la question de l'utilisateur. Donc, ça faisait un peu le tour sur le playground d'OpenAI et aussi sur les bases des AI agents. Passons maintenant aux choses plus concrètes. Avant de passer à la programmation en Python ou encore l'implémentation de notre AI agent, je vais d'abord vous expliquer comment est-ce que les LLM fonctionnent. Comment est-ce que ChatGPT fait pour prédire du texte. Donc, je suis tombé sur le post de Edouard sur LinkedIn qui expliquait bien le sujet. Nous allons passer en revue les slides afin de comprendre ce dernier. Le LLM est un modèle d'intelligence artificielle capable de comprendre et de générer du texte en langage naturel. Les LLM sont entraînés sur des milliers de mots pour apprendre à prédire et générer du texte cohérent. Donc, vous pouvez voir que le LLM, par exemple, est entraîné sur des données stockées sur Google, sur des livres, des revues scientifiques et tout. Et il a la possibilité de générer du texte, un texte cohérent. Comment ça fonctionne? Le LLM décompose d'abord une phrase en token. Je tiens à préciser que le fait de décomposer une phrase en token dépend du modèle utilisé. Ensuite, chaque token est traduit en une valeur numérique qui représente une empreinte dont notre modèle doit manipuler. Donc, vous pouvez voir ici que le LLM manipule des données vectorielles. Donc, le texte que vous entrez est d'abord transformé en token, puis en vecteur.
Le modèle analyse les vecteurs pour estimer les mots les plus probables à venir, mais tout cela dépend de la température. Donc, la température, c'est un paramètre que vous pouvez ajuster qui varie généralement entre 0 et 2. Plus la température est basse, plus le modèle choisira un mot probable. Plus elle est élevée, plus le modèle sera créatif et choisira des options variées et moins évidentes. Pour être à 100% sûr du mot à venir, le modèle prend aussi compte du contexte grâce au mécanisme d'attention, ce qui lui permet d'identifier les mots les plus importants dans une phrase pour ajuster ses prédictions. Vous pouvez voir que dans ce cas ici, le contexte est pris en compte. Mais sinon, auparavant, je vais vous raconter une petite histoire. Vous pouvez consulter aussi les vidéos de Anthropic sur YouTube. Je vais mettre le lien dans la description. Je vais essayer de vous expliquer comment ce dernier fonctionne sans prendre le contexte. Qu'est-ce qu'il fait? Si par exemple, vous avez un livre sur lequel vous voulez poser des questions, le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt votre livre et il se rend compte que après chaque lettre A, c'est la lettre B qui vient, par exemple. Lorsque maintenant vous posez une question, s'il voit le A, il produit le B. S'il voit le B, il produit le E, et ainsi de suite. Là, maintenant, il ne tenait pas compte du contexte. Il vous générait des résultats biaisés. Donc là, maintenant, on a la possibilité que les modèles actuels prennent compte du contexte pour prédire le texte. C'est-à-dire, ils font des prédictions mot par mot, tout en conservant le texte et aussi en se basant sur la température. Donc, prenons un exemple concret. La pluie tombe, l'IA commence par analyser les tokens. On a ici 5 tokens, 14 caractères. Puis maintenant, calcule des probabilités doucement à 60% de probabilité, fortement à 30% et bruyamment à 10%. On se rend compte que si on met une valeur de température faible, le modèle va prédire 60%, ou notamment doucement. Or, si on met maintenant une température élevée, il va prédire 30 ou 10%. Ici, tombe influence fortement le choix car il est directement lié au contexte. Avec une température basse, elle choisira doucement. Comme je vous ai dit, ici, c'est que vous mettez une température de 0 par exemple, il va choisir doucement. Et avec une température élevée, il pourra prendre bruyamment ou fortement. La phrase devient alors « la pluie tombe doucement » et le processus recommence pour prédire la suite. Donc, c'est un peu comme ça que ce dernier fonctionne. C'est-à-dire que dans son espace vectoriel, puisque la phrase a été transformée en token et après en vecteur, il va essayer de trouver les mots les plus proches de lui. Et en se basant sur la température, il va maintenant prédire le mot le plus probable. Donc, c'est un peu comme ça que les LLM fonctionnent. Donc, il faut aussi noter que les LLM peuvent aussi faire des hallucinations, c'est-à-dire que prédire des mots qui sortent par exemple du contexte parce que les données qui avaient été utilisées pour entraîner les LLM sont biaisées. Donc, si nous avons un bon jeu de données, forcément, on pourra avoir un résultat meilleur. Donc, ça, c'était vraiment pour vous expliquer comment est-ce que les LLM fonctionnent. Vous pouvez aussi checker cette ressource que je vais mettre en description qui vous explique vraiment comment les LLM fonctionnent, mais de façon visuelle, en fonction des modèles aussi. Donc, là, maintenant, nous allons passer maintenant aux choses plus sérieuses. Nous allons dive in the code à partir de temps entendu. C'est parti, les gars. Donc, avant de passer au vif du sujet, comme je vous ai annoncé au début de la vidéo, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi les données spatiales. Je vous conseille fortement d'écouter ça jusqu'à la fin car ça peut vous aider dans vos tâches habituelles. Donc, les données spatiales, c'est tout simplement un tableur, c'est-à-dire qu'un fichier Excel avec des colonnes, des lignes et tout, et des données à l'intérieur. À la seule différence, c'est que nous, dans le domaine de la géométrie, on a ce qu'on appelle la colonne géome. La colonne géométrique représente tout simplement la forme de l'objet. Ça peut être un polygone, ça peut être une ligne ou un point. Donc, généralement, dans vos jeux de données Excel, vous avez souvent des colonnes latitude et longitude. Nous, on prend ces colonnes-là, on les transforme en points. On peut aussi prendre le nom des pays, le nom des villes, et on les transforme en polygones pour faire des opérations d'analyse spatiale. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais calculer l'intersection spatiale entre deux couches, c'est-à-dire que je vais sélectionner les données qui se situent uniquement à l'intérieur de ce polygone et aussi au même endroit. Quand on parle de spatial, ça tient compte de la localisation ou encore de l'emplacement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je suis bien évidemment dans mon logiciel de GIS QGIS, qui est un logiciel open source. Vous pouvez facilement télécharger sur Google en entrant Download QGIS. Je viens ici au niveau de vecteur Geoprocessing Tool et je sélectionne intersection. Je choisis maintenant la couche hydro, la couche overlay c'est Emprise et je mets un run. Vous pouvez alors maintenant voir le résultat ici. On a uniquement les données qui se retrouvent à l'intérieur du polygone. C'est ce qu'on appelle l'intersection spatiale entre deux couches. Vous pouvez aussi par exemple à partir d'un point calculer le buffer ou encore une zone tampon, c'est-à-dire qu'à partir d'un point, vous pouvez décider par exemple une zone de 10 km pour cibler les clients qui se retrouvent dans cette zone-là et aider par exemple votre client à faire ses prospectus ou encore à cibler les magasins qui se retrouvent dans cette zone-là.
Donc, ça, c'est la force de l'analyse spatiale. La beauté, c'est que vous pouvez aussi écrire des requêtes SQL qui font ces mêmes opérations-ci. On parle de SQL spatial. Donc, ça, c'était un peu une vidéo pour vous mettre dans le contexte. Si vous voulez apprendre plus sur ce sujet, car je sais que c'est très pertinent, faites-moi savoir dans les commentaires. Je vais maintenant vous présenter ma stack logicielle. Donc là, j'ai mon Docker qui roule deux conteneurs, notamment PostGIS et PGAdmin. Si vous voulez voir comment effectuer ce dernier, j'ai une vidéo de 29 minutes sur YouTube que je vais mettre ici, où je vous montre comment effectuer ce dernier-ci. Donc, j'ai ma base de données PostgreSQL avec mon extension spatiale PostGIS qui est connectée ici à QGIS. On peut voir c'est le même nom de la base de données. Donc, consultez ma vidéo aussi pour en savoir plus. Donc, là maintenant, je vais ouvrir mon code. J'ai décidé de le faire, d'écrire tout le code et de vous expliquer étape par étape. Car si je me mettais à écrire pendant que je suis en train de vous expliquer, ça allait prendre pas mal de temps. Je trouve que c'est un peu plus avantageux. Donc là, c'est mon projet que je vous ai présenté au début, qui a été setup avec le gestionnaire de paquets JUV. Si vous voulez voir encore comment setup des projets de façon efficace, avec des tests bien sûr, je vous conseille de regarder cette vidéo de 15 minutes qui vous explique vraiment comment setup un projet de façon efficace. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur? J'ai un module ici que j'ai importé. J'ai créé ici mon client en faisant un appel à l'API de OpenAI. Donc, vous pouvai aller sur OpenAI et créer votre API key. Et vous venez le stocker dans un fichier .env. Donc, c'est dans ce fichier-ci qu'il y a ma clé OpenAI. Donc, je ne peux malheureusement pas vous montrer et vous faites appel avec os.getenv. Ça va venir retirer cette variable ici qui contient ma clé OpenAI. Donc, ça, c'est le client que j'ai créé. Là, je crée une simple connexion à ma base de données. J'ai préféré passer les informations en dur, comme j'aurais aussi pu les passer directement dans mon fichier .env et les appeler en faisant un os.getenv. Je vais me rassurer de mettre ce code sur Git et pour que vous ayez accès à ça au bas de la vidéo. Les tools qu'on spécifie sont généralement des fonctions que nous avons codées. Donc là, j'ai une fonction getLayerName qui effectue une requête SQL permettant de récupérer toutes les tables se situant dans ma base de données. Vous voyez ici, par exemple, j'ai hardcodé les requêtes, mais je vous conseille fortement d'utiliser les ORM pour éviter les attaques. Donc, là maintenant, j'ai une autre fonction que j'ai appelée getLayerName based on name, getLayerData based on name. Ça veut dire que si on passe le nom de la couche ou le nom de la table se situant dans la base de données, cette fonction va me récupérer les données contenues dans la base de données. J'ai créé une autre fonction aussi que j'ai appelée getIntersection qui permet de calculer l'intersection spatiale entre deux couches. Si on a layer 1, layer 2. Rassurez-vous de bien documenter vos fonctions et aussi cette fonction enregistre les résultats dans le fichier data.json. Ensuite, j'ai une autre fonction qui s'appelle callFunction qui est appelée par le modèle, par notre modèle LLM. On peut voir ici, si je vais ici, getFunction, ici, et qui, lui, dépendamment de la requête de l'utilisateur du contexte, il va choisir maintenant la fonction appropriée. Donc, il peut choisir getIntersection et passe tous les arguments qu'il aura pu extraire du prompt de l'utilisateur. Si c'est le layer name, il n'a pas besoin d'arguments, il fonctionne normalement. Ici, maintenant, c'est ce qu'on appelle les modèles. Donc, ça vient spécifiquement du PyDantic. Je vous conseille fortement de regarder un peu cette page ici afin de savoir de quoi il s'agit. Ce dernier permet de définir un peu la structure des réponses générées par notre modèle. Par exemple, si je fais l'intersection spatiale, j'aimerais avoir le nom des deux couches, le nom de l'opération qu'il a effectuée et une réponse en langage naturel. Par exemple, pour me dire que j'ai complété la tâche. Ça, c'est le nom du premier layer, le nom de la deuxième couche de données. Et l'opération qu'il effectue, ça peut être intersection, ça peut être buffer, ça peut être toute autre opération d'analyse spatiale. Donc là aussi, j'ai ici layer list réponse. Dans le cas où, par exemple, je demande de me retourner les données contenues dans ma base de données. Donc ici, j'ai mon entrée du programme où j'ai défini mon tools. Vous savez, on a vu précédemment comment est-ce que ce dernier est défini au début de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le type, c'est une fonction. Le nom de la fonction, c'est le même nom qu'on a défini ici, qui est encore la fonction que j'ai définie ici. Donc, là, j'ai une courte description de ce qu'il fait. Ça calcule l'intersection. Là, j'ai les paramètres qui sont requis. On peut voir ici required. J'ai le nom des paramètres ici, le nom des couches de données.
Et aussi là, j'ai une autre deuxième fonction qui s'appelle getLayerName, qui lui n'a pas de paramètres et qui n'a aucun paramètre qui est requis. Donc vous pouvez définir autant de fonctions que vous voulez ici, définir le tools, et puis maintenant vous définissez ce qu'on appelle le système prompt ou encore le système message qu'on a vu tantôt. Donc vous savez qu'en fonction du système prompt, s'il est bien défini, d'ailleurs je vous conseille fortement de suivre des cours en lien avec le prompt engineering afin de savoir comment est-ce que vous pouvez définir un système prompt de façon efficace. Car ce dernier, comme on l'a vu au début de la vidéo, a un impact sur les résultats générés par notre modèle. Donc, là, on a donc le système prompt qui a été défini. J'ai créé une variable message qui prend le système prompt. Et ici, on a comme le message de l'utilisateur. Il veut par exemple ici, quelles sont les couches de données présentes dans ma base de données. Donc, si j'ai créé un nouveau client qui prend un modèle, vous pouvez choisir votre modèle. Je passe ici le message et je passe ici les tools. Juste en fonction de ça, il est capable de me prédire le résultat que je veux avoir et aussi appeler la fonction appropriée. Donc ici, on voit par exemple qu'il s'agit de retourner les couches de données présentes dans la base de données. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On va appeler un autre client qui lui va appeler un autre modèle ou encore le même modèle, passer le message et tous. Et ici, on a notre paramètre qu'on a ajouté, réponse format. Donc ici, j'ai défini ici une classe qui permet que je passe à mon modèle et qui va me retourner un résultat attendu. Par exemple, si je veux ici une réponse naturelle ou encore la liste de mes couches de données. Donc, voilà en gros un peu comment ce dernier se passe. Comme je vous ai dit, je vais mettre le code au bas de la vidéo. Si maintenant j'exécute ce dernier, vous allez voir que le layer va me retourner ici, qu'est-ce que j'ai mentionné ici là? List of layer name from database. Ça va me retourner une liste des layers contenus dans ma base de données et ça va me donner une réponse en langage naturel. Donc, si j'exécute ce dernier, je fais juste un run. On peut voir ici que la liste a bel et bien été retournée. Vous pouvez voir ici point layer, c'est ça, c'est la liste là. Et on peut voir ici la base de données contient les couches de données ITO, quartier et tout. Donc, si je viens ici, on peut voir que ce sont les mêmes tables ou les mêmes données qui sont contenues dans ma base de données. Donc, je vais maintenant essayer d'effectuer l'opération d'analyse spatiale. On peut voir ici dans ce cas, si vous voulez, je peux vous montrer. Je vais mettre ici un breakpoint. Je vais rouler en mode débogage pour vous montrer quelle fonction il a appelé dans ce cas. Vous voyez par exemple ici le call fonction. Qu'est-ce qu'il a appelé? Il a appelé la fonction getLayerName. Vous savez qu'il est venu au niveau de mes tools. Il n'a pas appelé la fonction getIntersection parce qu'il ne s'agissait pas d'une opération d'intersection. Comme je vous ai dit, les LLM, ils peuvent comprendre le contexte. Ici, il est plutôt venu choisir getLayerName. Et ici, c'est basé aussi sur le système instruction qui donnait vraiment des détails précis. Si l'utilisateur demande les couches de données, utilise la fonction getLayer. Donc, là, je vais annuler. Je vais maintenant prendre ce dernier et je vais maintenant changer la question de l'utilisateur. On va maintenant demander ici de calculer l'intersection spatiale. Si je viens ici au niveau du fichier .json, on voit qu'il est plein. Je vais d'abord CTRL A, je vais, vous voyez, si je vois encore le JSON, on voit qu'il est vide. Et ici, je demande de calculer l'intersection spatiale entre les couches de données. Donc, là maintenant, je vais encore exécuter à nouveau le programme, mais là, je vais pas exécuter, je vais exécuter en mode débogage toujours. Ouais, pourquoi pas. On va maintenant voir qu'il va changer de fonction. Donc, vous pouvez maintenant voir ici, il a appelé la fonction getIntersection. Si je vois ici au niveau de JSON, vous voyez que ce dernier a été populé. Ça veut dire qu'il a fini de calculer l'intersection spatiale, il a rempli le JSON. Si je mets continuer, ici j'aurai des erreurs parce que je n'ai pas changé le format de sortie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre la classe intersection réponse ici. Puis maintenant, je vais annuler ça parce qu'il ne va pas connaître ces données. Je vais faire cette variable ici et je vais maintenant exécuter à nouveau. Là, il risque d'y avoir un problème parce que ça c'était déjà rempli aussi. Je vais le faire. Ouais, on va exécuter à nouveau. On peut voir que le JSON est vide. Il va se remplir automatiquement.
Vous avez vu, il s'est rempli. Puis maintenant, il vient ici, il me dit que j'ai utilisé get intersection avec les couches layer 1, layer 2. Donc, vous pouvez voir ici que il va ici par après afficher les résultats, c'est-à-dire que quelle est la couche 1, la couche 2, l'opération et la réponse. Donc, voilà un peu les arguments ici, layer 1, layer 2, hydro. Ici, vous voyez, au niveau de call function, on a passé les arguments et il va passer ces arguments-ci à la fonction get intersection qui prend les deux layers. Donc, si je mets juste continuer, on peut voir que le résultat a été généré. Maintenant, je vais maintenant ouvrir ce résultat directement dans mon logiciel de GIS. Donc, là, je vais vous montrer un peu. Voilà le fichier JSON qui a été généré. Qu'est-ce que je fais? Je fais un drag and drop. Donc, je vais ajouter le layer. Vous voyez, il s'appelle data. Si je désactive maintenant les autres fichiers, on peut voir que on a toujours l'intersection spatiale qui a bel et bien été calculée. Donc, vous pouvez modifier le code comme vous voulez. Comment ça se passe? Vous pouvez créer maintenant votre classe de sortie ici qui hérite de base model et dire les résultats que vous voulez, mais il va falloir que vous modifiez le format de sortie ici et changer aussi en fonction des paramètres ici pour afficher le résultat à l'écran. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez d'abord commencer par définir vos fonctions, passer ces fonctions à cette méthode de call function, définir maintenant vos tools et puis maintenant entrer des instructions claires au niveau du système prompt, poser une question à votre modèle et le tout va fonctionner comme prévu. Donc, j'espère vraiment que vous avez compris comment ce dernier fonctionne. Et dans la prochaine session, nous allons maintenant parler des MCP. Parce que imaginez par exemple que vous avez ces fonctions que vous avez développées. Si par exemple vous voulez développer une nouvelle application, forcément vous serez amené à copier-coller ces fonctions ou encore à les adapter en fonction de l'application que vous voulez développer. Or, avec les MCP, je vais vous expliquer dans la session suivante comment on peut faire pour pallier à ce genre de choses. Donc là maintenant, nous allons parler des MCP. Avant ça, je vais d'abord vous montrer une architecture sans l'utilisation des MCP, c'est-à-dire que ce qu'on vient de voir précédemment en Python. Par exemple, imaginez par exemple qu'on veut développer une application WebJS, on veut ajouter un chatbot. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous allez créer des fonctions qui permettent de créer un CV, mettre à jour et tout. Pour votre layer, vous pouvez par exemple créer des fonctions qui permettent de changer le base map, c'est-à-dire le fond de carte, supprimer un layer. Vous avez maintenant votre base de données qui permet de lister les layers, calculer l'intersection, charger les données à votre écran. Mais si par exemple vous avez une nouvelle application, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas connecter cette application-là directement à ces fonctions-là. Il faut que vous redéveloppez ces fonctions-là pour votre nouvelle application. Donc, c'est là où entrent alors en jeu les MCP. Donc, les MCP, c'est quoi? Vous pouvez voir ça comme une clé USB sur laquelle vous connectez différents ports. Vous pouvez maintenant mettre différentes clés USB au niveau de cette clé USB-là. Et vous avez juste une seule sortie que vous branchez sur votre ordinateur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un premier serveur ici qui interagit avec ma remote database PostgreSQL, par exemple. Un autre serveur qui interagit ici avec ma local data source map. Donc, avec ces opérations-ci et tout, donc on peut faire ici un change base map, un delete layer. J'ai aussi ma local data source qui peut faire des opérations de mise à jour, de update de mon CV. Donc, tout ça maintenant, je connecte par un protocole, par le MCP protocole, à un AI agent ou encore à ma nouvelle application. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce serveur-ci peut être réutilisé par d'autres applications. Donc, c'est un peu ça. On a des serveurs qui interagissent avec des données et qui sont accessibles directement à mon système ou encore mon AI agent. Si je veux encore créer un nouveau système, j'ai juste à me connecter à ces mêmes serveurs-là et j'aurai accès à ces fonctions-là. Il faut savoir qu'ici en arrière, qu'est-ce qui se cache? Il y a des fonctions qu'on aura définies. Donc, c'est un peu comme si on faisait l'appel à des API qui nous retournent par exemple les résultats qu'on veut. Donc, vous voyez qu'ici, on va utiliser le même serveur sans modifier le code. Alors qu'ici, par exemple, vous serez amené à modifier le code pour votre deuxième application. Donc, ça, c'était juste pour vous mettre un peu dans le contexte des MCP.
Et je pense que ça vaut vraiment la peine de développer en utilisant ce dernier car ça vous facilite la tâche, ça vous permet de réutiliser vos fonctions ou encore vos tools que vous avez développés. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo car le but c'était vraiment de vous donner tout ce que je connais en lien avec les AI agents. Je crois avoir été clair. Si vous avez des questions ou encore des sujets qui vous préoccupent, laissez-moi un message dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. Merci.